Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Après 8 ans de conflit, le Yémen est-il sur le point de connaître la paix et la stabilité? L'espoir est permis depuis quelques jours au regard de l'évolution de la situation dans ce pays de la péninsule arabique. Échange de centaines de prisonniers entre l'Arabie Saoudite et les rebelles Houthis, en plus de pourparlers entre belligérants visant visiblement à trouver une issue qui sauve la face à tout le monde. Yémen, est-ce la fin du conflit après la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? On essaie d'en savoir plus. Avec notre invité, il s'agit de François Burgat. François Burgat est spécialiste du Yémen. Bonjour à vous François Burgat et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, 2014, début de l'affrontement, donc disons, ou plutôt le renversement du pouvoir légaliste, en tout cas du gouvernement yéménite. 2015, entrée en guerre de l'Arabie Saoudite avec ses alliés. 8 ans ou 9 ans après, la situation est ce qu'elle est, des milliers de morts, un pays aujourd'hui qui est carrément en marge du train du progrès. Mais finalement, ces derniers jours, on voit que les choses commencent plutôt à évoluer dans le bon sens. L'Arabie Saoudite et les Houthis se parlent, les prisonniers donc sont libérés. Est-ce l'espoir d'une paix véritable au Yémen qui se dessine? Oui, écoutez, si on veut être pessimiste, on va rappeler que c'est pas la première fois qu'il y a une trêve, c'est pas la première fois que des autorités saoudiennes se rendent à Sanaa, c'est pas la première fois que les combats s'arrêtent au plan lourd, mais disons que ce qui se produit depuis quelques semaines, c'est l'irruption d'une variable très très importante. Pour aller à l'essentiel, je vais dire que ce conflit a une chance d'être résolu parce qu'il ne va pas l'être sous l'égide des États-Unis, mais sous l'égide de la Chine. Vous le savez, le conflit au Yémen, il est fait de deux niveaux de tension, les déchirures du tissu politique interne, et le deuxième niveau, c'est l'exploitation de ces déchirures internes par les partenaires, les interlocuteurs régionaux. L'Arabie Saoudite, vous n'avez pas mentionné les Émirats, s'il vous plaît, mentionnons les Émiratis, les alliés immédiats de l'Arabie Saoudite, et les partenaires internationaux, l'Iran, les États-Unis, et peut-être l'État hébreu, puisqu'on va en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau? La bombe dans le paysage régional, ça a été l'annonce de la reprise des relations entre deux ennemis ardents qui étaient l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça, c'est la première bombe. Et la deuxième bombe, en termes de variables régionales, c'est le fait que cet accord s'est fait non pas sous l'égide des États-Unis, mais sous l'égide de la Chine. Quelle est la conséquence essentielle de cette translation entre le leadership américain et le leadership chinois? C'est le fait que les alliés immédiats des Américains, qui sont les Israéliens, ne vont pas jouer le même rôle central dans l'évaluation des menaces respectives des deux camps. Je m'explique. Cela veut dire que pour la première fois, les intérêts des Houthis, qui ne sont pas forcément des gens sympathiques, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ont prouvé leur maîtrise du champ politique yéménite, pour la première fois, les intérêts des Houthis vont être moins systématiquement malmenés qu'ils l'étaient par le passé. Par le passé, toutes les on aura certainement beaucoup de choses à dire, François Burgat. On va y aller petit à petit, vous l'avez évoqué. Donc finalement, est-ce la connexion retrouvée entre Riyad et Téhéran qui permet aujourd'hui d'irriguer de façon pacifique le champ yéménite? Indiscutablement. Et en quels termes? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Toutes les tentatives précédentes de trêve avaient un défaut à mes yeux. Et encore une fois, je ne considère pas les Houthis qui ont une dimension sectaire dans leur identité politique, qui n'est pas forcément plaisante. Mais disons, toutes les tentatives de trêve précédente était fondée sur la demande du retour au statu quo de 2014. On demandait aux Houthis de remonter dans la ville de Saada, de rendre leurs armes lourdes. Tout ceci était parfaitement irréaliste. Pourquoi la pression était-elle mise seulement sur le camp des Houthis? Parce qu'ils sont perçus comme des alliés étroits de l'Iran, ce qu'ils sont sans vraiment. Les Houthis ne sont pas le Hezbollah libanais. Les Houthis ne jouent pas, l'Iran ne joue pas au Yémen le même rôle qu'il joue en Syrie. Mais disons que le fait que les Houthis soient perçus comme des clients de l'Iran faisait que la pression de la communauté internationale s'exerçait exclusivement contre eux. Aujourd'hui,
grâce à l'irruption de la Chine qui se substitue aux États-Unis dans la région, et donc grâce à la perte de capacité d'intervention de l'État hébreu, nous avons une perspective, une table de négociation qui est un petit peu plus équilibrée et donc un petit peu plus crédible au regard des deux principaux camps qui s'affrontent. Alors, donc, aujourd'hui, sur la base de ce qui se dessine, sur quoi est-ce qu'on peut négocier? Vous disiez qu'il était impensable qu'on dise de revenir à un statu quo d'avant-guerre. Après 8 ans, 9 ans de guerre, qu'est-ce qui est négociable selon les deux parties? Il est très très vraisemblable que les Houthis vont rester au pouvoir dans le nord du Yémen, ce qui était indicible auparavant. Donc, y compris donc la capitale Sanaa. Dans la capitale Sanaa. Alors, il va y avoir des laissés pour compte dans cet accord. Quels sont-ils? On les mentionne très très brièvement. D'abord, il y a ce qui était la formation d'opposition la plus importante au nord du Yémen, ce qui était le partenaire du gouvernement en exil en Arabie Saoudite. Eux, ils ont perdu la partie et c'est eux qui vont devoir faire des concessions en acceptant l'institutionnalisation des pouvoirs des Houthis. Ensuite, deuxièmement, le gouvernement reconnu internationalement, ce gouvernement qui était en exil en Arabie Saoudite, il va devoir disparaître. Et il est la deuxième victime. Mais il faut bien comprendre que ce gouvernement en exil en Arabie Saoudite n'avait plus véritablement d'assises populaires dans le régime. Il n'existait que par le soutien financier que lui accordaient les Saoudiens. Et troisièmement, il y a une force politique qu'on mentionne rarement, mais qui a une certaine assise populaire. C'est le Front des indépendantistes sudistes qui avait été réanimé, qui avait été financé par les Émiratis, dont il ne faut jamais oublier qu'ils sont l'une des deux parties extérieures immédiatement investis dans le conflit. Les Émiratis avaient voulu se créer des interlocuteurs au sud et donc ils avaient réanimé la flamme indépendantiste des sudistes. Tous ceux-là vont devoir s'accommoder d'une ligne de partage parce que ce qu'on ne sait pas encore, on sait que les acteurs internationaux du conflit du Yémen sont en train de changer de posture, mais on ne sait pas encore sur quelle base va se faire la négociation à l'intérieur. Eh bien, la négociation à l'intérieur devra concilier la permanence des Houthis au pouvoir à Sanaa avec les intérêts du parti d'opposition Islah, du Front irrédentiste du Sud et de l'ancien gouvernement en exil à Riyad. Pensez-vous réellement que sur la base de tout ce qui a été, je n'ai pas envie d'utiliser le mot gâchis en tout cas, mais sur la base de toutes ces plaies, est-ce qu'il est possible de revenir à une union au Yémen? J'entends par là un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement comme à la libanaise. Pensez-vous que l'ensemble de ces différentes parties pourront vraiment cohabiter de façon pacifique? Alors, évacuons le fait que l'idée de la partition n'a pas complètement disparu du champ des possibles. La carte de la partition, elle est soutenue plus ou moins explicitement par les Émiratis. Les Émiratis ont occupé militairement l'île de Socotra. Les Émiratis, dont la famille régnante, il faut le dire, est d'origine yéménite, rêvent toujours d'établir un contrôle sur le pourtour commercial de la péninsule arabique. Si on nommait cette option irrédentiste d'une partie du Sud, bien écoutez, il va falloir que le dialogue politique reprenne, je dirais entre deux formations politiques centrales, les Houthis qui sont au pouvoir dans le nord, et les islamistes sunnites. Vous savez que le pays il est déchiré par une fracture confessionnelle. Donc il va falloir qu'en gros, sunnites et chiites reprennent le fil du dialogue, comme viennent de le faire spectaculairement leurs sponsors respectifs, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors, ce qui est pensable au niveau international devrait l'être. Le Yémen a par le passé, après la révolution de 1962, démontré qu'il était parfaitement capable de dépasser la fracture sectaire entre sunnites et chiites. Eh bien, je pense que le Yémen devrait être à nouveau capable de démontrer au monde que les fractures confessionnelles ne sont pas insurmontables par des hommes politiques. Ça ne va pas être facile parce qu'encore une fois, je l'ai dit, je le répète, les Houthis ont une forte implantation sociale, mais ils ont une forte implantation confessionnelle, sectaire. Ils appartenir, ils ont une identité religieuse et politique qu'ils ne
concilie pas facilement avec les autres acteurs politiques dans le tissu interne. Donc ça n'est pas facile, mais ce qui vient de se passer au Yémen est indiscutablement une étape très vers un avenir moins traumatisant pour l'ensemble de cette population, dont 14 millions sont dans un état d'indigence physique absolue maintenant, et où la crise humanitaire dépasse toutes les limites de ce qu'on a connu dans la région. Une crise humanitaire régulièrement donc décriée par le secrétaire général des Nations Unies. Alors, justement, François Burgat, quand on voit ce qui s'est passé pendant toutes ces années, est-ce que un règlement de la situation au Yémen dépendra aussi de l'évolution de ce rapprochement ou de cette normalisation entre Riyad et Téhéran? Ah oui, oui, bien sûr, on est au cœur du dispositif. Hein. La guerre au Yémen aurait peut-être eu lieu sans l'intervention, enfin elle avait déjà lieu puisque les Houthis avaient chassé le pouvoir de Sanaa, mais n'aurait jamais pris un caractère aussi meurtrier si en 2015, de façon parfaitement irresponsable, MBS, qui voulait changer de logiciel diplomatique, la diplomatie de l'Arabie Saoudite, c'était une diplomatie religieuse et une diplomatie financière. Il est passé à une diplomatie, à la militarisation de sa diplomatie. Jamais le conflit au Yémen n'aurait pris une telle ampleur si les Émiratis n'avaient pas attaqué au sol et les Saoudiens par l'arme aérienne. Donc oui, indiscutablement, le fait que l'équation dominante du conflit, Iran, encore une fois, même si l'Iran n'est pas investi au Yémen autant qu'il l'est en Syrie, il était quand même la base arrière à acquérir cette technologie meurtrière qui sont les drones, qui ont peut-être fait basculer. Vous savez que les drones iraniens, ils sont très présents, notamment en Ukraine. Bien, les drones iraniens, ils étaient très présents sur le front de la relation entre les Houthis et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite redoutait ces tirs de drones qui avaient atteint ses installations pétrolières. Donc oui, le fait qu'un accord soit... Il n'est pas finalisé, hein, les relations n'ont pas encore... mais c'est la fin du Ramadan, c'est dans une semaine. Oui, c'est bien là ce qui nous permet d'être raisonnablement optimistes aujourd'hui, sachant que les principaux acteurs ont des faiblesses qu'ils doivent compenser. Les Iraniens, vous le savez, font face à une tension internationale depuis toujours, mais à des tensions internes nouvelles. Les Houthis n'ont pas complètement réussi leur option militaire et les Saoudiens payent très 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 cher politiquement, économiquement, diplomatiquement, cet investissement à fond perdu depuis 2015 dans le bourbier yéménite, même si le sol au Yémen n'est pas très fongieux, est plutôt sec. Mais oui, les acteurs ont des raisons de changer de logiciel, ils viennent de signifier leur volonté de le faire. Donc oui, on peut être raisonnablement optimiste au lendemain, encore une fois, d'un changement qui intervient sous l'égide de la Chine et non plus sous l'égide des États-Unis. Alors, François Burgat, vous l'avez presque évoqué à un moment, c'est qu'est-ce que les différents acteurs ont perdu ou finalement se sont-ils rendus compte que ça ne sert plus à rien de continuer à faire cette guerre? Oh, les Saoudiens s'en sont rendus compte. Non, les Émiratis s'en sont rendus compte très 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 vite. En 2019, ils ont pris un missile, un vieux missile Scud sur la tête, si j'ose dire. Ils ont eu plusieurs dizaines de leurs troupes au sol et ils se sont immédiatement retirés du sol. Simplement, ils ont continué la guerre par milices interposées, en finançant des milices interposées. Les Saoudiens, ils ont très très vite compris à la fois les limites de leur capacité militaire propre. C'est quand même une bérésina de l'armée saoudienne. L'armée saoudienne, il faut savoir que depuis le début du conflit, depuis la première année du conflit, le front entre la coalition et les Houthis qui est sur la ville de Taïz n'a pas bougé d'un mètre. C'est-à-dire que la coalition de ces armées suréquipées, surfinancées, n'a pas réussi à faire reculer d'un mètre les Houthis qui avaient, eux, l'assise populaire dans une géographie physique montagneuse qui se prête particulièrement à la résistance. Donc les Saoudiens ont très très vite réalisé qu'ils avaient tout à perdre, les Émiratis presque aussi vite, et les Iraniens, eh bien, vous le savez, ils sont dans une conjoncture internationale et interne plus particulièrement difficile. Donc voilà, ils savent ce qu'ils vont perdre. Mais soyons clairs, c'est quand même le camp saoudo-émirati qui est en train de changer son fusil d'épaule plus que le camp iranien et Houthi.
Alors, justement, ces Houthis, quand même, une chose semble impressionnante, c'est leur capacité de résistance face à toutes ces forces qui ont été déployées, sachant que ce n'est pas un mouvement, disons, qui se cache, hein, contrairement aux talibans, par exemple, en Afghanistan. C'est un mouvement militaire qui combat de façon visible, si j'ose m'exprimer ainsi. Quel a été le secret de la résistance de ces rebelles Houthis? Écoutez, je vais vous dire un secret personnel. Moi, j'ai vécu 6 ans au Yémen, j'avais des amis dans tous les compartiments de la société. J'avais une amie qui était poétesse, femme, entre guillemets, libérée au sens symbolique du terme, c'est-à-dire aimant s'exprimer dans le domaine artistique. Et puis l'autre jour, j'ai découvert qu'elle était devenue brigadier général des Houthis. Elle était devenue colonel dans l'armée des Houthis. J'en ai conclu que la capacité de mobilisation des Houthis, même s'ils sont un mouvement extrêmement conservateur, et je l'ai dit et je le répète, à la limite sectaire, avait une très grande capacité de mobilisation du tissu de la société traditionnelle dans le nord du Yémen. Ils sont les héritiers de l'imama zaïdite qui a été défait en 1962 par la révolution républicaine. Et on sait depuis toujours, l'histoire des relations internationales dans cette région, c'est que toutes les armées du monde, et l'armée égyptienne est là pour en témoigner, mais également les Britanniques, savent que prendre le Yémen, et les Ottomans, pardon, savent que prendre le Yémen, combattre au Yémen dans cette géographie, on parlait du Yémen comme le Tibet de la mer Rouge, c'est une géographie montagneuse, la capitale de Sanaa est à 2350 mètres d'altitude, c'est quelque chose de très très difficile. Vous pouvez gagner une guerre avec des blindés au sud du Yémen, les Émiratis l'ont fait en quelque sorte, et les Houthis ne se sont pas risqués sur des terrains découverts, mais dans les montagnes du nord Yémen, la conjonction d'une capacité de mobilisation sociale réelle, malgré encore une fois la dimension autoritaire du règne des Houthis, et une géographie physique montagneuse, a fait que les Houthis n'ont pas cédé un mètre à une armée beaucoup plus équipée et beaucoup mieux financée qu'eux. Alors tout cela s'est fait bien sûr au prix d'une crise humanitaire terrible. Il y a une seule idée que nous n'avons pas mentionnée. Le Yémen n'a pas souffert que des armes, le Yémen a souffert des embargos terrestres, aériens et maritimes qui ont été imposés au Yémen du Nord et qui sont à l'origine d'une grande partie des souffrances du peuple yéménite. Donc la page prochaine de l'apaisement du conflit, c'est bien sûr l'allègement de l'embargo et la liberté de circulation des marchandises que sous couvert d'interdiction d'importation des armes, l'Occident tout entier, puisque les Américains participaient à cet embargo, avait été imposé à une majeure partie de la population yéménite. Merci à vous François Burga, je rappelle que vous êtes spécialiste du Yémen. Merci à vous pour ces éclairages sur cette situation qu'on va continuer de suivre donc au Yémen. Bonne journée à vous François Burga. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médian TV.